Luc Sequel, bonjour. Nous sommes actuellement au festival organisé par l'UDCGT et tu viens de faire une intervention sur la question du climat. Alors je précise que tu as été pendant de nombreuses années conseiller régional au conseil régional d'Alsace et également conseiller municipal à La Petite-Pierre où tu demeures. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y a à craindre de cette question du changement climatique et les conséquences pour les humains? Alors d'abord, je n'étais pas le seul intervenant, j'étais avec Fred Carras qui parlait au nom de la CGT et qui a bien embrayé sur que peut faire un syndicat face à ce péril. Il y a plein de contradictions à son niveau qui sont dues au fait qu'il y a quand même des intérêts de travailleurs de certaines entreprises qui peuvent être mis en cause par la fermeture des dites entreprises. Et donc, pour moi, c'est pas si simple. C'est pas facile à faire. Alors, au niveau de des périls eux-mêmes, je crois que maintenant, il y a 98% des climatologues qui sont conscients de la dégradation irréversible qui est amorcée du climat. Cette dégradation fait que nous avons déjà presque 1 degré de température supplémentaire au niveau de l'ensemble de la planète, qui correspond à peu près à 2,5 degrés au niveau des terres immergées. Et donc, vous avez des manifestations des périls qui sont déjà à faire face, et même des migrations qui en résultent. Mais tout ça ne pourra être à l'avenir qu'amplifié parce que les climatologues estiment qu'on pourrait avoir de 4 à 6 voire plus degrés d'ici la fin du siècle, ce qui serait une catastrophe. Ça rendrait inhabitable une bonne partie du globe et ça ferait fondre les glaciers polaires qui feraient monter le niveau de la mer de 70 mètres à terme. Mais même d'ici la fin du siècle, la plupart des gens les plus alarmés estime que ça serait aux alentours de 1,50 m, voire 2 mètres d'élévation. Donc ça veut dire pas mal d'îlots qui sont submergés. Il y a ça, et puis des îles côtières qui, comme New York par exemple, deviendraient inhabitables. Il faudrait des travaux gigantesques au niveau des digues. Ensuite, le réchauffement va impacter les rendements agricoles. Il chute, il y a des sites qui vous expliquent ça bien, il chute avec 1 ou 2 degrés de plus, avec 6 degrés ça serait terrible, même si des zones plus au nord pourraient devenir cultivables, ça ne compensera pas les pertes, notamment sous les tropiques, là où il y a la faim dans le monde actuellement. Nous avons une société qui est très inégalitaire face à ça, et donc la décroissance qui va s'imposer à cause de la disparition progressive des ressources fossiles énergétiques, minières, etc. Cette dégradation, on va avoir du mal à la compenser. Les énergies renouvelables sont un mythe parce qu'elles nécessitent des métaux qui vont faire défaut bientôt. Et donc une technicité qui va également faire défaut bientôt. On va avoir un recul général de la capacité à produire des biens et services au cours de ce siècle. Et ce recul général s'appelle austérité quand on est dans le sous-régime capitaliste, c'est-à-dire qu'on recule sans faire de partage, sans revoir le modèle. Oui, les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Alors plus riches, j'en sais rien, mais en tout cas leur richesse sera préservée et on risque alors d'avoir des îlots de richesse au milieu d'océans. Des ghettos de riches et la situation deviendra explosive, ce qui fait que, à mes yeux et certains autres aussi, les riches, il y en a déjà aujourd'hui, n'ont pas intérêt foncièrement à ça, parce qu'eux aussi vont subir le réchauffement, eux aussi vont subir l'élévation de CO2, et donc même si l'argent qu'ils ont aujourd'hui peut leur permettre de donner le change pendant un certain temps, à terme, ce sera plus que de l'argent, et comme dit le chef indien, l'argent ça se mange pas. Il faut des aliments, il faut se nourrir, etc. Il faut des gens qui le fassent pour eux, et ça non plus c'est pas facile. Donc nous sommes devant un péril. Je crois qu'il y a maintenant des auteurs qui ont compris que la croissance verte est une chimère, que les solutions technologiques sont une impasse. Tu peux expliquer ça, que la croissance verte est une chimère? Parce que croissance verte... Oui, c'est croissance qui... C'est croissance qui est antinomique du mot verte. Hein, c'est un oxymore, une obscure clarté, etc. Oui. Donc, croissance verte, dès que vous avez le PIB qui croît, vous regardez les courbes, hein, les consommations d'énergie croissent et par conséquent les émissions de CO2. Et donc vous ne pouvez pas, sauf un tout petit peu à la marge en efficacité énergétique, mais c'est de loin pas à la hauteur du problème, et vous ne pouvez pas faire les deux
faire découpler, comme on dit, la croissance économique de la consommation. Donc il faudrait aller vers de la décroissance, mais j'ai tout de suite une objection parce que il me semble que ce thème-là, on peut le comprendre quand on est du côté des mieux pourvus, mais aller parler dans les banlieues de Strasbourg ou d'ailleurs de décroissance pour des gens qui n'ont déjà pas le strict nécessaire, ça me paraît une tâche un peu difficile. C'est pour ça que les décroissants sont très clairs sur ce point. Il est hors de question de faire une austérité à la libérale. Il est question de faire une décroissance organisée, équitable, c'est-à-dire avec un maintien, disons, de la capacité de vivre correctement de tous les gens, hein, et que là où il faudra rogner, c'est sur les dépenses, énergétiques, enfin l'empreinte écologique des plus riches qui devra fortement décroître. Oui, mais est-ce que, est-ce que c'est réaliste de faire ça tout en conservant le régime économique libéral Non. Voilà. Évidemment, c'est contradictoire. Oui. Parce que par essence, un investisseur en régime libéral cherche à un retour sur investissement. Profit. Et donc il n'acceptera pas que son argent serve, disons, simplement à lui faire avoir un niveau de vie moyen. Il n'acceptera pas, en tout cas pas facilement. Bon, je pense quand même que la clé de tout ça, c'est la prise de conscience d'un maximum de gens de ce qui risque d'arriver. Et ça, on en est loin. Il y a beaucoup de gens qui, pris par le quotidien, sont complètement à côté de ça. Ils n'en ont rien à faire. Ils ont besoin simplement de trouver un emploi, de quoi manger, etc. Oui. Et puis les plus riches trouvent que tout va pour le moment comme il faut. Business as usual, comme on dit. Et puis donc, pour le moment, il n'y a qu'une petite minorité d'entre eux qui posent la question du partage. Que des citoyens se mobilisent, bon là, je conçois ça parfaitement. Mais il me semble que ce n'est pas en général les citoyens qui sont au pouvoir. Et donc si rien ne vient d'en haut, alors peut-être, je ne vois pas trop comment ça va se faire. Alors un mot à ce sujet, parce qu'on nous parle partout de COP21. Oui. Tu peux dire quelque chose là-dessus? Je ne compte pas sur des lois qui vont initier ce mouvement. Je compte au contraire sur des dizaines, des centaines d'initiatives locales qui, comme Alternativa ou d'autres, qui par les actes, mettent en place une société qui est plus égalitaire, qui est plus localisée, qui rejette la mondialisation libérale et donc qui prépare un avenir. Alors peut-être petit à petit, c'est le scénario optimiste, je ne partage pas forcément, petit à petit ces initiatives s'étendent et se joignent pour obtenir finalement une amorce de société nouvelle à 7 milliards. Aujourd'hui, 7,3 milliards aujourd'hui et à 9 ou 10 milliards dans les 20 ou 30 ans à venir, ça ne va pas être facile. Mais par rapport aux gens qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne recherchent que leur profit maximum et à s'en mettre plein les poches quand ils quittent les entreprises après licenciement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu utopique de croire que simplement un mouvement citoyen d'en bas, aussi fort soit-il, va les forcer? Je prends un exemple, il n'y a pas très longtemps, on a été des centaines de milliers, par exemple, à être dans la rue pour les retraites, enfin pour que ça ne se dégrade pas. Et finalement, ça n'a rien donné. Alors, mais la tentation sera très grande d'user de la force. Et effectivement, il y a des stocks d'armes, des stocks d'armes nucléaires aussi, qui attendent de servir. C'est désespérant de penser que des fous pourraient mettre ça en route, pourraient lancer le mécanisme. Mais c'est le principal risque, à mon avis, celui de guerre pour les ressources. C'est-à-dire que le refus du partage peut aller jusque-là. Ça a déjà commencé, parce que j'ai vu des articles, par exemple, sur la Chine qui investit assez fortement pour les terres rares, l'Afrique, par exemple. Donc là, je crois que la concurrence, comme avant 1914, finalement, pour les biens qui devraient être communs, elle est exacerbée. Donc c'est vrai qu'il y a des risques d'affrontement, de guerre. Je ne vois guère qu'un mouvement populaire large et puissant qui pourrait inverser les choses, mais je ne discerne pas l'amorce d'un tel mouvement dans la société. On a affaire à des gens qui aujourd'hui sont politiquement moins conscientisés qu'il y a un siècle, quand la CGT a été créée, où elle se fixait comme objectif l'abolition du salariat. Donc aujourd'hui, on en est loin, malheureusement. Je ne suis pas du tout sûr que ça sera possible. Mais l'enjeu est tel qu'il faut, à tout prix, tenter le coup. Comme on dit, il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance. Perdus d'avance, oui. Voilà. Tu veux ajouter un mot ou bien? Non, tout va bien.
Merci Enfin, beaucoup. tout va bien, façon de parler. Oui, merci beaucoup X Oui, Stockel. salut Jean-Claude.